Bienvenue pour cette conférence du cycle mesure. Aujourd'hui, avec Bérangère, on va vous parler de capteurs et plus précisément comment on est passé au fil du temps de capteurs relativement massifs, c'est-à-dire à l'échelle macroscopique, à des capteurs de plus en plus petits, dont certains détails maintenant se mesurent à l'échelle nanométrique. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant aux capteurs? Eh bien parce que les capteurs font partie intégrante de notre quotidien. Un exemple classique est celui des voitures qui possèdent un certain nombre de capteurs. On a par exemple des capteurs qui permettent de mesurer la température de l'huile moteur, le niveau d'essence, des capteurs qui vous alertent si la pression des pneus devient trop basse ou encore détectent la présence de pluie pour déclencher automatiquement vos essuie-glaces. Un autre exemple de notre quotidien, c'est celui des téléphones portables qui contiennent effectivement des capteurs. Le plus évident, c'est le microphone, mais vous avez également des capteurs qui détectent l'orientation de votre écran pour passer automatiquement du mode portrait au mode paysage, et des capteurs qui gardent compte tout au long de la journée du nombre de pas que vous avez effectués. Donc, si je reviens sur l'exemple des voitures, on peut quand même soupçonner qu'on a beaucoup plus d'espace à l'intérieur des voitures pour installer des capteurs, beaucoup plus qu'à l'intérieur d'un téléphone qui tient dans la main. Ce qui veut dire qu'au fil du temps, on est bien arrivé à une miniaturisation des capteurs pour arriver à les installer dans des objets toujours plus petits et toujours plus portables. Alors, avant d'aller plus loin sur le sujet de la miniaturisation, on va d'abord voir ensemble ce qu'est un capteur, comment ça fonctionne. On verra ça en détail à travers l'exemple de capteurs historiques, typiquement des capteurs de température, d'humidité ou encore de déformation. Et on reviendra ensuite vers comment on a pu arriver à une miniaturisation de ces capteurs. Dans un premier temps, grâce à l'utilisation des matériaux intelligents, et puis désormais, grâce à l'utilisation des nanomatériaux. Alors, un capteur fait de nanomatériaux, ça s'appelle un nanocapteur. C'est ce sur quoi on travaille au laboratoire et on vous expliquera comment ils fonctionnent, comment on les fabrique et comment on les met en œuvre. Et pour conclure, on vous montrera un exemple d'application de ces nanocapteurs dans le cadre du monitoring de la qualité de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'un capteur? Une définition assez générale d'un capteur, c'est un système qui va traduire un phénomène physique en une information exploitable, c'est-à-dire une information qui a du sens pour nous. Donc, cette définition, elle est ce qu'elle est. Ceci dit, elle ne nous explique pas comment fonctionne réellement le capteur. Il va nous falloir pour cela une définition un peu plus précise. Et donc, dire qu'un capteur, c'est un système qui traduit une quantité physique en une autre quantité physique qui est plus facilement mesurable. Donc, grâce à ça, on peut commencer à entrevoir ce qu'il y a sous le capot des capteurs. On a tout d'abord un transducteur, donc, qui est un objet qui va traduire notre phénomène physique initial en un phénomène physique secondaire. Donc ça nous donne une nouvelle indication. Et ensuite, on aura un convertisseur qui va traduire cette nouvelle indication en une information exploitable, donc une information qui a du sens pour nous. On va maintenant voir à travers l'exemple de 3 capteurs historiques à quoi peuvent ressembler plus en détail des transducteurs et des convertisseurs. Le premier exemple, c'est celui de la mesure de la température à travers le thermomètre proposé par Fahrenheit en 1724. Dans ce thermomètre, le transducteur, c'est le mercure. Mercure, c'est un métal liquide qui va changer de volume sous l'effet de la température. Donc, le mercure est à l'intérieur d'une colonne de verre et ce changement de volume va se traduire par un changement de hauteur de la colonne, ce qui est ici notre nouvelle indication. Et puis, pour convertir cela, on aura un objet très simple, ici une règle graduée, qui nous permettra d'aller voir par rapport à la hauteur de la colonne quelle est la valeur indiquée sur la règle et qui nous permettra de remonter à la valeur de température. Un second exemple, c'est pour mesurer l'humidité. L'appareil concerné, c'est l'hygromètre proposé par De Saussure en 1783 et dont on voit ici une représentation décorative que vous pouvez venir voir au muséum de l'École polytechnique. Dans le cadre de cet hygromètre, le transducteur, c'est un cheveu qui va se dilater ou se contracter sous l'effet de la variation d'humidité. Et donc, la nouvelle indication pour nous ici sera la longueur du cheveu. Alors, au niveau convertisseur, c'est un tout petit peu plus complexe. Vous avez ici le cheveu à l'arrière de l'épaule de la figurine. Ce cheveu est attaché à un pivot qui est rattaché à une aiguille. Alors ici, l'aiguille est simplement stylisée sous forme de bras.
Et cette aiguille ou le doigt du bras va vous donner en fait une position sur une règle graduée. Et donc, on aura l'indication de la valeur sur la règle pour remonter à l'humidité. Donc, on voit ici un petit exemple de fonctionnement. Quand le cheveu s'allonge, on relâche la tension dans le pivot. Et puis, on voit que le bras se déplace pour changer de position sur cette règle. Un dernier exemple, peut-être un peu plus moderne, et ce qui est celui de la jauge de déformation, proposée par Simon Senrouge en 1938. Donc ici, le transducteur, c'est un fil métallique. Alors, qu'on voit ici, c'est en fait un serpentin de fil métallique qui est déposé sur une fine pellicule. Cet objet-là, on va venir le coller sur un matériau qu'on va déformer. Et lors de la déformation du matériau, on va déformer la pellicule et le fil métallique qui va donc subir un changement de longueur. Et ce changement de longueur va entraîner un changement de résistance. Donc, c'est ça notre nouvelle indication. Ici, le convertisseur, ça va être un objet électrique qui va nous permettre de relier, donc qui s'appelle conduit stone, qui va nous permettre de relier la variation de résistance en une variation de tension. Et c'est maintenant une valeur de tension qui va nous donner la valeur d'élongation. Donc jusqu'à maintenant, on a vu différents modes de transduction pour mesurer différents phénomènes physiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut tout à fait avoir plusieurs modes de transduction pour un même phénomène physique. L'exemple classique, c'est celui de la température. Si on reprend le thermomètre à mercure, le transducteur était la colonne de mercure. On peut également mesurer la température grâce à un thermomètre dit thermomètre à résistance. Dans ce cadre, le transducteur, c'est un métal dont la résistance va dépendre de la température. Donc, on prend un métal de ce type, par exemple du platine ou encore du cuivre. On vient enrouler un fil de ce métal autour d'un tube et puis relier les extrémités de ce fil de métal à un pont de Whetstone à nouveau qui va nous permettre de traduire la variation de résistance du fil en une valeur de tension. Donc jusqu'à maintenant, on a parlé de tension, de hauteur de colonne, mais il reste à résoudre une question, c'est comment relie-t-on la hauteur de la colonne de mercure ou encore la valeur de tension mesurée à une valeur de température? Eh bien, pour ça, on a besoin de quelque chose qui est indispensable dans les capteurs, qui s'appelle la loi de calibration. Pour l'exemple de la température et du thermomètre à mercure, eh bien, la température est reliée à la hauteur de la colonne par l'intermédiaire ici d'un coefficient. Ce coefficient va dépendre du coefficient de dilatation, alors du mercure ou tout autre liquide utilisé, puisqu'on n'utilise plus à l'heure actuelle de mercure dans les thermomètres. Ça va également dépendre de la géométrie de la colonne. Si la section de mon tube est très mince, eh bien, une augmentation de volume va entraîner une grande variation de hauteur dans la colonne. Si la section du tube est plus large, eh bien, j'aurai une moindre variation de hauteur pour un même changement de volume. Dans le cadre du thermomètre à résistance, ici, on a une relation un peu plus complexe entre la température qu'on cherche à mesurer et la résistance du fil. Et on a ici deux coefficients, A et B, qui interviennent et qui vont dépendre du coefficient de sensibilité thermique du métal. Donc, pour obtenir ces lois de calibration, on pourrait effectivement écrire les équations de la physique pour les déterminer de façon complètement théorique, mais en pratique, on établit les lois de calibration de façon expérimentale. Donc, dans le cadre du thermomètre à mercure, c'est assez simple, puisque la relation ici est linéaire, c'est-à-dire que j'ai une droite qui relie la température à ma hauteur de colonne. Pour identifier cette droite, j'ai besoin de connaître deux points. Et dans le cadre de la température, il y a deux points qu'on connaît très très bien. Celui de l'eau glacée, qui correspond à 0 degré, et puis celui de l'eau bouillante, qui correspond à 100 degrés Celsius. Donc, avec ces deux points, je calibre mon capteur. Dans un cas plus complexe, je vais avoir besoin de plus que deux points pour retracer cette courbe de calibration. Ici, plusieurs possibilités. Soit je connais d'autres points connus, typiquement des températures d'ébullition de différents liquides, ou alors je suis obligée d'utiliser un capteur supplémentaire pour calibrer le capteur que j'ai entre les mains. Donc ça, ce n'est pas très pratique. Et vous le verrez plus tard, on cherche plutôt à travailler dans la plage de réponse linéaire des capteurs. Et ici, on a quand même de la chance puisque pour le thermomètre à résistance, la plage linéaire va jusqu'à quelques centaines de degrés, ce qui est largement suffisant pour la plupart des applications. Donc maintenant, puisqu'on a plusieurs capteurs pour mesurer un même phénomène physique, comment on peut choisir son capteur? Un élément important aussi qui intervient dans le choix des capteurs, c'est ses performances.
Quand j'ai un capteur, ce que je voudrais, c'est qu'en moyenne, là, les mesures soient les plus proches possibles de la valeur que je cherche à mesurer. C'est-à-dire que je voudrais que mon capteur soit juste. Ensuite, si j'effectue plusieurs fois la même mesure de la même valeur, j'aimerais bien avoir des mesures les plus proches possibles les unes des autres. Donc, ça veut dire que mon capteur est fidèle. Et ça veut dire qu'on a un écart-type très faible entre les mesures. Donc, la combinaison de la justesse et de la fidélité, c'est ça qui va me permettre de qualifier l'exactitude de mon capteur et donc de qualifier ses performances. Donc, maintenant qu'on en sait un peu plus sur les capteurs, sur leur fonctionnement, on peut revenir à la question de la miniaturisation et mieux appréhender comment on est passé de capteurs historiques massifs à des capteurs qui sont aujourd'hui suffisamment petits pour les mettre dans tous les objets connectés qu'on connaît. Dans les capteurs historiques, on était effectivement limité par certains modes de transduction, mais aussi l'indication des valeurs était visuelle. Donc, même si je peux réduire la taille de ma colonne de mercure, je suis toujours obligée de garder une indication lisible à l'œil nu, indication qui, par ailleurs, n'est pas très précise. Avec l'évolution des modes de transduction, donc la découverte de nouveaux modes et en particulier de modes qui étaient basés sur des mesures électriques, on a pu passer à la mesure analogique, beaucoup plus précise, mais qui nécessitait néanmoins des convertisseurs de taille massive. Donc on avait quand même ce blocage ici au niveau de la taille. Et puis avec l'ère de l'électronique, de la microélectronique, on a pu largement miniaturiser l'électronique de conditionnement. C'est ça qui fait que maintenant toutes vos mesures sont digitales. C'est des mesures numériques. Globalement, votre tension est traduite en une série de 0 et de 1. On sait que cette électronique, sa taille, ne fait que diminuer au fil des années. Vous le reverrez tout à l'heure avec Bérengère. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, un ordinateur, comme ici cette carte Raspberry Pi, peut tenir dans la main. Donc, on peut complètement miniaturiser cette électronique de conditionnement. Ce qui veut dire que maintenant, l'enjeu est de miniaturiser de plus en plus les capteurs. Et ça, on l'a vu même au cours des 10 dernières années. Avant, j'étais capable de téléphoner avec mon téléphone et de compter mes pas. Maintenant, je peux faire exactement la même chose avec un objet que j'ai autour du poignet. Ces enjeux de miniaturisation ne vont pas s'arrêter avec la montre. Il y a à l'heure actuelle énormément de recherches qui sont effectuées pour développer des capteurs qui tiennent sur un patch de la taille d'un pansement qu'on peut coller directement sur la peau humaine et qui peuvent mesurer vos constantes physiques, votre rythme cardiaque, le taux d'oxygène ou de glucose dans le sang. Donc, on est toujours dans un enjeu énorme de miniaturisation à l'heure actuelle. Alors, évidemment, autour de ça, il y a plein d'autres enjeux. Typiquement, un classique, c'est la baisse de la consommation énergétique des capteurs, puisque ça n'aurait pas de sens de développer des capteurs miniatures si derrière, on avait une batterie de la taille d'une boîte à chaussures pour les faire fonctionner. Mais aujourd'hui, on va rester concentré sur la question de la miniaturisation des capteurs. Donc, un premier pas vers la miniaturisation des capteurs, ça a été l'utilisation des matériaux intelligents. Alors, avant de définir plus en détail les matériaux intelligents, on va d'abord reprendre de façon générale comment on peut classifier les matériaux. Alors, on peut distinguer les matériaux qu'on trouve à l'état naturel de matériaux artificiels fabriqués par l'homme. On peut également classifier les matériaux en fonction de leur composition chimique, s'ils sont inorganiques ou encore organiques, c'est-à-dire basés sur les 4 atomes principaux de la vie, à savoir le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Donc pour illustrer ça, un matériau inorganique naturel, c'est tout ce qui est minerai. Des matériaux naturels organiques, du bois. Au niveau inorganique artificiel, c'est l'ensemble de tous les alliages métalliques qu'on a pu créer au fil des années. Et les artificiels organiques, eh bien, ce sont tout ce qui est issu de la pétrochimie, donc les plastiques, les silicones. Parmi toutes ces classes de matériaux, on peut aussi mélanger entre elles différentes classes, et ça nous donne ce qu'on appelle un matériau composite. Un exemple classique de matériau composite, c'est le béton, dans lequel on a inséré des tiges d'acier. Et donc, ça s'appelle le béton armé. Alors, parmi tous ces matériaux, qu'ils soient naturels, artificiels, organiques, inorganiques, on va trouver des matériaux qu'on classifie comme classiques et d'autres qu'on va nommer intelligents. Alors, la différence, elle est là. Donc ici, on a un matériau classique. Dans ce cadre-là, un stimulus va entraîner une réponse exactement dans le même domaine physique. Donc je vais m'expliquer. Je prends un bout de matériau classique, j'appuie dessus. Eh bien, un effort va provoquer une déformation, c'est-à-dire que je reste complètement dans le domaine mécanique.
Si j'applique un champ électrique, je vais avoir passage d'un courant, je reste dans le même domaine physique, qui est ici le domaine électrique, et ainsi de suite. À l'opposé, un matériau intelligent, eh bien, dans ce cadre, un stimulus va entraîner une réponse dans un domaine physique différent. Je prends ici un exemple de matériau intelligent. J'appuie dessus, donc j'applique une force. Je vais effectivement obtenir une déformation, mais j'obtiendrai aussi un courant. Et ça, cet effet intelligent, ça s'appelle la piézoélectricité. Un autre exemple de matériau intelligent auquel j'applique un champ magnétique. Je vais obtenir certes une magnétisation, mais aussi en même temps une déformation. Et ça s'appelle la magnétostriction. Alors un exemple plus visuel de magnétostriction, je vais vous le donner ici à travers un matériau qu'on développe artificiellement au laboratoire. Vous avez ici un système qui se déforme uniquement par application d'un champ magnétique. C'est-à-dire qu'on n'applique aucune force, on ne touche pas ce matériau. L'intégralité des déformations générées est obtenue par champ magnétique. Donc maintenant, pour reprendre le cadre des matériaux intelligents de façon plus générale, on peut tracer ici un tableau en reportant les stimuli classiques, donc champ électrique, champ magnétique, force, chaleur, lumière, et leurs réponses correspondantes. Ce qu'on trouve ici sur la diagonale, donc un champ électrique qui produit un courant, c'est par l'intermédiaire d'une propriété de conductivité, et ainsi de suite. Le champ magnétique produit une magnétisation dépendant de la perméabilité du matériau. Ces propriétés sont des propriétés intrinsèques au matériau, et si on est dans le cadre d'un matériau classique, eh bien, il ne va répondre que le long de cette diagonale. Si on observe une réponse hors diagonale, typiquement la lumière qui produit un courant, on a un effet intelligent. Ici, c'est l'effet photovoltaïque et qui est très utilisé dans les panneaux solaires. En fait, tous les panneaux solaires sont des matériaux intelligents. Donc, on a d'autres exemples hors diagonale. On a vu tout à l'heure le champ magnétique qui peut provoquer une déformation, c'est la magnétostriction. Une force qui provoque un courant, c'est l'effet piézoélectrique. Une chaleur qui produit un courant, c'est l'effet pyroélectrique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dès qu'on a une réponse hors diagonale, il existe forcément la réponse réciproque. Donc, si le magnétique provoque de la déformation, donc on aura également une force, donc le domaine mécanique, qui va répondre dans le domaine magnétique. Et ça s'appelle l'effet piézo-magnétique. Pour l'effet piézoélectrique, c'est encore plus clair, ça s'appelle l'effet piézoélectrique inverse. C'est maintenant le domaine électrique qui va donner une réponse dans le domaine mécanique. On a évidemment d'autres réponses intelligentes. Aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur la première colonne, c'est-à-dire tous ces effets intelligents qui produisent du courant, puisqu'on l'a déjà vu tout à l'heure, il est relativement facile de mesurer un courant. Donc, je m'attacherai principalement à vous parler plus en détail des effets piézoélectriques et des effets pyroélectriques. Donc, l'effet piézoélectrique, on l'a vu, l'effet direct, c'est une force qui produit un courant. Comment ça marche? Eh bien, ici, on va appliquer une force sur un matériau piézoélectrique. En appliquant cette force, on va induire une polarisation à l'intérieur du matériau, c'est-à-dire un déséquilibre des charges électriques positives et négatives qui vont s'accumuler sur des surfaces opposées. Et ensuite, en branchant des fils, on va récupérer du courant. On l'a vu, tout effet direct a son effet correspondant inverse. Ici, si j'applique un champ électrique, donc je viens accumuler des charges positives et négatives de part et d'autre du matériau, donc autrement dit, j'induis une polarisation dans ce matériau, eh bien les surfaces positives et négatives vont se repousser et ça va engendrer la déformation de mon matériau piézoélectrique. Alors, quoi qu'il arrive ici, les courbes de réponse que je me trouve dans l'effet direct, à savoir le courant produit par la force ou l'effet inverse, la déformation produite par le champ électrique, j'ai bien une courbe de réponse qui est linéaire. Et comme on l'a vu, ça, c'est très, très pratique quand on cherche à faire des capteurs. Et ça explique aussi pourquoi les matériaux piézoélectriques sont très largement utilisés dans le monde des capteurs. Alors, on va revenir maintenant sur cette polarisation. D'où vient cette polarisation? Pour comprendre ça, il faut descendre à l'échelle atomique, ou plutôt à l'échelle de la maille cristalline d'un matériau piézoélectrique. Donc ici, je vais prendre le cas particulier du quartz, qui en fait est une maille contenant du silicium, qui est ici, et puis de l'oxygène. Alors c'est O2, puisque en fait, chaque atome contribue à d'autres mailles voisines. Ce qu'on sait, c'est que l'ion silicium a un déficit d'électrons, donc il est 4+, que l'oxygène a un excédent d'électrons. Et si je fais le calcul, 4+, plus 2 fois 2 moins, ça fait bien 0. Donc j'ai bien une maille qui est électriquement neutre. Et qui plus est,
quand je suis à l'état de repos, le barycentre des charges positives est confondu avec le barycentre des charges négatives. Donc, je n'ai pas de polarisation à ce moment-là. Maintenant, quand je viens tirer sur mon cristal, lui appliquer une force, je vais déplacer la position des atomes et je vais surtout déplacer le barycentre des charges positives par rapport au barycentre des charges négatives. Et c'est ça qui va induire cette polarisation. Donc ici, on est dans un cas particulier. Les cristallographes ont rationalisé ces effets en étudiant toutes les mailles cristallines et toutes les symétries possibles existant dans les matériaux. Pardon. Et donc, ils ont trouvé qu'on avait 11 mailles unitaires qui avaient des centres de symétrie. Dans ce cadre-là, on n'a pas de piézoélectricité, puisqu'on ne saura pas séparer le barycentre des charges positives du barycentre des charges négatives. Et lorsque les matériaux n'ont pas de centre de symétrie, les mailles cristallines n'ont pas de centre de symétrie, eh bien, on a juste un cas particulier pour lequel on n'a pas de propriété piézoélectrique, mais tous les autres matériaux ayant une maille unitaire non symétrique présentent des propriétés piézoélectriques. Alors, des matériaux que vous connaissez, c'est le quartz, c'est ce qu'on trouve dans les montres, plutôt utilisé pour son effet inverse. On a trouvé d'autres matériaux plus performants, c'est-à-dire qui produisaient plus de courant à effort constant, comme le titanate de plomb, qu'on évite à l'heure actuelle à cause de la présence de plomb qui est toxique. Et les matériaux les plus utilisés à l'heure actuelle, c'est plutôt le niobate de lithium. Parmi ces 20 mailles cristallines qui présentent des propriétés de piézoélectricité, il en existe certaines, 10 pour être plus précis, qui peuvent se dilater sous l'effet simple de la température. Et dans ce cadre-là, on aura ce qu'on appelle des propriétés pyroélectriques. Une variation de température va être suffisante pour déplacer les atomes dans la maille cristalline, créer cette polarisation et donc induire le courant. Alors, des matériaux classiques pyroélectriques, ça va être la tourmaline qu'on connaît peut-être puisque c'est un matériau semi-précieux qu'on peut trouver dans les bijoux, alors qui n'est pas du tout utilisé en termes de capteurs. Et ce qu'on utilise plutôt pour faire des capteurs pyroélectriques, qui ne sont pas très connus, c'est le nitrure de gallium ou encore ici le nitrate de césium. Donc maintenant, on va avoir quelques exemples d'applications de ces propriétés intelligentes. Pour les matériaux pyroélectriques, on les trouve souvent utilisés dans des capteurs de détection de mouvement. Parce qu'en fait, pour détecter les mouvements, on détecte en fait la présence de chaleur. Donc, dès qu'on a un objet chaud qui va ici passer devant notre capteur de mouvement, les rayons radiatifs vont être collectés donc, par une lentille qui est souvent incurvée ici, vous voyez, et qui permet d'aller focaliser les rayonnements radiatifs vers le capteur. Dans ce capteur, eh bien, on trouve un matériau pyroélectrique sandwiché entre deux électrodes et protégé par un revêtement. Lorsque tout cela chauffe, eh bien, la dilatation thermique du matériau pyroélectrique induit la polarisation, le déséquilibre des charges positives et négatives qui vont venir être collectées par les électrodes et créer un courant qui nous dira que quelqu'un est passé devant notre détecteur. Ensuite, je vais vous montrer des exemples de matériaux piézoélectriques qui sont en fait les matériaux les plus utilisés dans les capteurs à travers les mesures de force, puisqu'on va voir que la force nous donne accès à plein d'informations. Nous, on en utilise régulièrement au laboratoire pour mesurer directement la force qu'on applique sur les matériaux qu'on déforme, mais vous l'utilisez aussi régulièrement à la maison à travers les balances de précision. Donc, une balance de précision contient un matériau piézoélectrique sandwiché entre deux électrodes et protégé par un revêtement. Lorsque je viens déposer un objet sur ma balance, en fait, j'applique une force. Cette force, c'est le poids qui est égal à la masse fois l'accélération de pesanteur. Cette force déforme mon cristal piézoélectrique, induit une polarisation, et je vais avoir ici donc une réponse en courant que je vais pouvoir relier à la valeur de masse du matériau que j'ai déposé sur ma balance. Un autre exemple de matériau piézoélectrique, qui est aussi une mesure de force, en fait, c'est le microphone. Dans le cadre du microphone, alors ici, on a une membrane piézoélectrique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fin et beaucoup plus souple. On place également les électrodes de part et d'autre pour ne surtout pas rigidifier la membrane et faire en sorte que cette membrane soit suffisamment souple pour ressentir les forces créées par la pression acoustique. Donc, comme on l'a vu à travers différents exemples, ici, je vous ai quand même plutôt montré des schémas, mais on comprend déjà qu'il y a une notion de miniaturisation ici. En fait,
l'utilisation des matériaux piézoélectriques permet de diminuer la taille des capteurs, mais va dépendre aussi fortement de nos capacités à fabriquer ces matériaux à des très petites échelles. Donc typiquement, si je prends un cristal piézoélectrique et que j'utilise simplement un marteau et un burin pour le former, ben, j'aurai quelque chose peut-être éventuellement à l'échelle centimétrique. Si je veux descendre en échelle, eh bien, je vais devoir utiliser des techniques beaucoup plus complexes. Et les techniques plus complexes qui nous ont permis de créer des matériaux encore plus petits, enfin des capteurs encore plus petits, c'est tout ce qui est venu avec la microélectronique et la microfabrication et qui nous permet en fait de créer des membranes d'épaisseur très très fine et de taille inférieure à la taille du millimètre. Donc pour maintenant voir comment on peut encore aller vers plus de miniaturisation et aussi encore vers plus de sensibilité, eh bien, je vais passer la parole à Bérangère qui vous parlera des nanomatériaux. Voilà. Alors, merci Laurence. J'avais le micro coupé. Laurence vous a expliqué que on sait aujourd'hui fabriquer des capteurs à l'échelle micro grâce aux technologies de la microélectronique. Et moi, je vais vous expliquer comment on peut aller au-delà de l'échelle micrométrique grâce aux nanomatériaux. Alors, pour commencer, pour que vous puissiez comprendre, je vais d'abord faire une brève introduction aux nanomatériaux pour qu'on comprenne bien le sujet. Alors, d'abord, la petite anecdote, le mot nano signifie nain en grec ancien. Aujourd'hui, ça veut dire 10 puissance moins 9, c'est-à-dire 1 sur 10 puissance 9, c'est-à-dire 1 sur 1 milliard, 1 milliardième. En d'autres termes, 1 mètre, c'est 1 milliard de nanomètres. Alors, aujourd'hui, on utilise le mot nano comme préfixe de nano-objet, nano-particule, nano-capteur, nano-composite. C'est un objet dont au moins une des dimensions caractéristiques est inférieure à 100 nanomètres. La dimension caractéristique, c'est la dimension qui est responsable du fonctionnement de l'objet. Alors, pour donner un sens concret à tout ça, on peut donner comme exemple qu'une nanoparticule de 10 nanomètres, c'est à un ballon de football, ce qu'un ballon de football est à la Terre entière, en termes d'ordre de grandeur. Alors, les nanotechnologies, on en parle souvent comme un symbole de la modernité, mais l'Antiquité romaine savait déjà les manipuler. Comme vous voyez dans cet exemple, les pigments colorés qui font cette magnifique coupe ou encore les vitraux du Moyen-Âge, ils sont obtenus par des pigments colorés et la couleur de ces pigments, elle vient de l'utilisation de nanoparticules métalliques et en fait, la taille de ces nanoparticules contrôle leur couleur. Et donc, on ne savait pas à l'époque qu'on utilisait des nanoparticules, mais on savait obtenir des couleurs grâce à leur manipulation. Alors, évidemment, aujourd'hui, les nanotechnologies, c'est un symbole de la modernité. Et en fait, c'est déjà grâce aux nanotechnologies que l'économie numérique, donc nos téléphones portables, nos ordinateurs, ils fonctionnent, parce que tous ces objets contiennent des transistors. Et le transistor, je suis sûre que vous avez entendu ce mot-là, c'est probablement, ou même certainement, le nano-objet qu'on connaît le plus. Alors, on ne sait pas forcément que c'est un nano-objet, mais on connaît ce mot et c'est un nano-objet. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, un transistor, c'est un interrupteur. Si on voit le schéma que vous avez ici, un transistor, c'est un interrupteur entre une électrode source et une électrode drain. Donc, en temps normal, le courant ne peut pas passer entre la source et le drain, puisque le matériau entre la source et le drain se comporte comme un isolant. Cette zone-là, entre la source et le drain, on l'appelle le canal. Et donc, elle se comporte comme un interrupteur ouvert. Mais quand on fait varier la grille, la tension de grille, on peut
rendre le canal conducteur. Et alors, on a un interrupteur fermé grâce au contrôle de la tension de grille. Et donc, c'est ça un transistor. Un transistor, c'est un interrupteur contrôlable par une tension de grille. Et vous comprenez de ces schémas qu'il est critique ce qui se passe dans le canal. Et en fait, on va caractériser ça par la longueur du canal. Et en fait, depuis les années 1970, où on a inventé les premiers transistors, dont le canal à l'époque faisait environ 10 microns, la longueur du canal a été divisée par 2 tous les 4 ans. Et depuis l'an 2000, le canal est inférieur à 100 nanomètres en longueur. Et donc, aujourd'hui, on est largement au-delà, c'est-à-dire qu'en 2022, on prévoit une technologie à 5 nanomètres et en 2023 à 3 nanomètres. 3 nanomètres, c'est à peu près 10 atomes de silicium. Donc, on est à une échelle plus que nanométrique, elle est atomique aujourd'hui dans les transistors. Alors, je suis bien consciente que tout ça reste un petit peu abstrait. Et donc, je vais vous montrer, en fait, en quoi un transistor, c'est un objet nanométrique. En fait, un transistor, c'est un empilement de matériaux qui sont nanostructurés, c'est-à-dire qui ont des formes de taille nanométrique. Et ces matériaux nanostructurés apparaissent sous forme de fils qui sont eux-mêmes d'épaisseur nanométrique. Concrètement, vous voyez ici drain, source et grille d'un transistor. Donc, c'est un exemple d'un transistor d'infinéon. Et donc, le canal, c'est chacune de ces petites pattes que vous voyez. Vous avez 6 pattes là. Chacune de ces pattes constitue le canal. Vous voyez que la longueur de ces pattes, elle est inférieure à 100 nanomètres. La largeur de chacune de ces pattes est inférieure à 100 nanomètres, très largement. Et vous voyez là, vous voyez une couche. Cette couche-là, vous voyez, si vous comparez à la barre d'échelle, elle est elle aussi très largement inférieure à 1 micron. Pour voir ça un peu mieux, on peut regarder en coupe cette zone-là. Alors, ce n'est pas sur le même transistor, là, c'est sur un transistor d'IBM en technologie 7 nanomètres. Et donc, vous voyez là, en fait, cette structure-là, on la voit en coupe ici. Et donc, vous voyez là, la largeur de chacun de ces plots, elle est très inférieure à 100 nanomètres. Leur espacement est lui-même très inférieur à 100 nanomètres. Et donc là, les couleurs correspondent à différentes couches. Donc là, vous avez une couche grise, une couche blanche et une couche gris clair. Là, vous voyez, vous comprenez bien que cette couche gris clair, elle est extrêmement fine. Et même la couche blanche, elle est aussi inférieure à 100 nanomètres. J'espère vous avoir convaincu ainsi qu'un transistor, donc les transistors qui équipent toute notre électronique, sont des nano-objets. Alors, évidemment, en fait, quand on parle de nano-objets, ce serait trop simple. On parle souvent d'objets qui sont au-delà du transistor, qui vont au-delà du transistor. Et aujourd'hui, je vais vous parler notamment du nanocarbone, qui est en fait une vedette des nanomatériaux qu'on appelle beyond CMOS, au-delà du transistor. Alors, pourquoi le nanocapteur? Vous allez comprendre, c'est un très bon exemple de nanomatériaux. Alors, les nanomatériaux, on les classifie souvent selon leur dimensionnalité. Est-ce qu'un nanomatériau, il est bidimensionnel, 2D, 1D ou 0D? Bidimensionnel, ça veut dire que c'est un plan, une feuille de papier. Et le meilleur exemple de ces feuilles, ces nano-objets en feuille bidimensionnelles, c'est le graphène. Le graphène, c'est une couche atomique unique de graphite. Alors, le graphite, c'est le matériau des crayons à papier. C'est constitué de plans de carbone selon un réseau hexagonal que vous voyez ici. Et les plans sont très peu liés entre eux. Et en fait, on peut facilement isoler un unique plan de graphite. Et ça s'appelle le graphène. Et donc, ça a eu l'épaisseur d'un seul atome de carbone, qui est donc de l'ordre de 0,3 nanomètres, 3 angstroms. Alors, cet objet, il fait moins de 1 nanomètre, mais en surface, il peut faire des dizaines de microns, voire aujourd'hui, ça atteint des tailles centimétriques. Donc, sur plusieurs centimètres, vous avez un objet qui fait moins de 1 nanomètre d'épaisseur. Alors, du graphène, si on prend là cette couche de graphène, on peut en obtenir un objet qui, lui, est unidimensionnel, un fil ou un tube. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un nanotube de carbone qui peut être monoparoi. Donc, un nanotube de carbone monoparoi, c'est un plan de graphène que vous avez enroulé sur lui-même. Vous pouvez même faire un peu plus, c'est-à-dire enrouler plusieurs plans de graphène les uns dans les autres, et ça donne un nanotube multiparoi.
concrètement, là, vous voyez une vue en coupe d'un nanotube de carbone monoparoi. Donc là, cette ligne noire, là, c'est un plan de carbone. Et là, l'autre côté du tube, le second plan de carbone. Vous voyez l'échelle, 5 nanomètres. Dans le cas du nanotube de carbone multiparoi, par contre, là, vous voyez, vous allez avoir plusieurs plans. Et donc là, on voit les plans là, de ce côté-là. Le centre est vide. Et puis de l'autre côté, vous avez l'autre côté du tube, en coupe, en vue de coupe. Alors, on a fait 2D, on a fait 1D, les nanotubes. On a aussi les matériaux 0D, c'est-à-dire dont les 3 dimensions caractéristiques sont inférieures à 100 nanos. L'objet le plus classique, c'est le fameux fullerène. Alors, vous ne connaissez pas peut-être le mot fullerène, vous connaissez certainement le ballon de football. Le fullerène, c'est le ballon de football de taille atomique qui est composé d'hexagones et de pentagones avec 60 atomes de carbone. Vous pouvez même enchasser des fullerènes les uns dans les autres et ça vous donne des nano-oignons. Donc là, vous voyez, c'est un fullérène et à l'intérieur du fullérène, vous en avez d'autres, voilà, les uns dans les autres, jusqu'à l'intérieur. Alors là, je vous ai peut-être donné l'impression que les nano-objets, c'était que des objets vides. Là, vous voyez, c'est des objets planaires qui sont retournés. Donc, c'est un tube, c'est une balle vide. Non, vous pouvez avoir aussi des billes. Et ça, c'est par exemple l'exemple du nano-diamant. Alors, le diamant, c'est aussi un matériau carboné, intégralement carboné. Donc, vous avez le graphite qui a une structure en plan. Le diamant aura une structure tétragonale volumique et vous pouvez le fabriquer à échelle nanométrique. Ça ressemble à ça. Donc, au lieu d'être complètement vide, la matière est complètement pleine et vous voyez, ça ressemble à ça en coupe, en microscopie électronique, en transmission. Donc, voilà, ça, c'est un exemple de la jungle de nanomatériaux et c'est juste pour le carbone. Je peux vous faire la même explication pour différents types de matériaux avec une variabilité de matériaux extraordinaire. Alors, pourquoi j'ai choisi de vous parler du carbone aujourd'hui et pourquoi nous travaillons sur le carbone dans notre laboratoire? C'est que le carbone, ça a été l'objet de 2 prix Nobel en 15 ans. C'est beaucoup pour relativement peu de temps. Que certains de ces matériaux sont 100 fois plus conducteurs que le silicium. Le silicium, c'est ce qui est utilisé dans nos transistors. C'est 5 fois plus rigide que l'acier et 5 fois meilleur conducteur thermique que le cuivre qui est utilisé pour les échanges thermiques dans notre électronique également. Donc, c'est des matériaux qui ont des très très bonnes performances dans la plupart des domaines applicatifs et entre autres dans le domaine des capteurs. Alors, Laurence vous a donné beaucoup d'exemples de capteurs. On pourrait aller plus loin. Vous prenez n'importe quel exemple de capteur à échelle micrométrique ou même macrométrique et vous trouverez un papier dans la littérature scientifique qui donne un exemple de ce capteur réalisé avec du nanocarbone. Alors, en rouge, dans les slides qui vont suivre, c'est les objets dont on va parler un peu plus dans la suite de la présentation. Vous avez des capteurs physiques de déformation, de température, d'électromagnétique, des ondes radio par exemple, d'acoustique. Laurence vous a montré un exemple avant. Vous avez des capteurs de gaz, par exemple l'humidité, le gaz vapeur d'eau, des gaz environnementaux comme les polluants de l'air intérieur ou de l'air extérieur, des gaz industriels comme le monitoring des procédés ou la sécurité dans les usines, des capteurs pour les applications défense, par exemple la détection d'explosifs, de toxines. Vous avez des capteurs pour l'eau, pour les milieux liquides, par exemple la désinfection de l'eau, l'irrigation, l'aquaculture, des capteurs de polluants tels que les métaux lourds ou les relargages industriels ou les pesticides. Enfin, vous avez des capteurs biologiques en grand nombre. Par exemple, on va aller chercher des marqueurs biologiques dans la salive ou dans le sang ou dans la respiration. Vous allez avoir aussi des capteurs pour détecter des contaminants biologiques dans les liquides. Alors, tout ça, ça marche avec toute une variété de mécanismes physiques. Alors, Laurence vous a montré un tableau qui montrait comment on convertissait un phénomène en un autre. Eh bien, tous les exemples ont été démontrés avec le nanocarbone. Par exemple, de l'électronique, des conversions électroniques, électrochimiques, électromécaniques, donc du mécanique vers l'électronique, de l'optique vers l'électronique, même de l'optique vers l'optique. Donc, on crée un effet optique et on l'observe aussi en optique. Voilà. Alors, pourquoi tant de capteurs? Pourquoi tant d'intérêt?
D'abord parce que ces matériaux ont le potentiel d'une grande sensibilité. On peut contrôler la matière atome par atome. Donc, on peut contrôlé très finement les sensibilités, mais aussi ces matériaux ont un grand rapport entre leur surface et leur volume. Or, la surface, intuitivement, c'est ce qui va capter l'environnement. Et donc, si on a une très grande surface pour un volume contrôlé, eh ben, on sentira mieux l'environnement. On aura un meilleur capteur. Ensuite, ces matériaux ont des potentiels de grande fiabilité, car ils sont très stables chimiquement et très résistants mécaniquement. Et enfin, et pas des moindres, ces matériaux sont potentiellement très bas coût parce que l'atome de carbone, c'est le 4e en abondance sur Terre. Donc, on sait facilement obtenir du carbone. En fait, toute notre alimentation, tous les végétaux, c'est du carbone. Donc, le carbone, il est partout autour de nous. Donc, il est à relativement faible coût. Alors, ça, là encore, ça reste abstrait. Donc, on va rentrer dans le détail et vous donner un sens un peu plus concret de comment ça marche. La façon dont on va procéder, c'est vous parler de nanotubes de carbone. Les nanotubes de carbone, c'est probablement les premiers capteurs à nanocarbone qui ont existé. C'est aujourd'hui un archétype de nanocapteur. Alors, on va vous parler de capteurs résistifs à base de nanotubes de carbone multiparois en réseau aléatoire. Je sais, c'est long, donc on va expliquer ce que ça veut dire. Donc, nanotubes de carbone multiparois, c'est le matériau de base sur lequel on travaille. Je vous ai montré l'image tout à l'heure. Ensuite, un capteur, c'est-à-dire qu'on va intégrer ce matériau dans un dispositif qu'on peut mesurer. Alors, en pratique, on va prendre ce matériau, on va le déposer au-dessus d'électrodes métalliques et ces électrodes vont être contactées à un système électronique qui permet de mesurer une résistance. C'est pour ça qu'on va dire qu'on a un capteur résistif. Et on va chercher à savoir si cette résistance, elle est corrélée à des paramètres qu'on essaye de mesurer, comme la température, l'humidité, la déformation ou le pH de l'eau. Concrètement, les couches de nanotubes de carbone, ça ressemble à ça, c'est-à-dire c'est des spaghettis à échelle nanométrique. Alors ça, évidemment, c'est à l'échelle nano, mais à l'échelle macroscopique, on a des objets qui sont manipulables à la main. Là, vous voyez, c'était l'exemple d'un capteur de déformation qui fait une fraction de centimètre carré que vous pouvez manipuler à la main. Alors, comment est-ce qu'on obtient ces objets? Ces objets, il y a énormément de façons de les fabriquer. Nous, on a une approche dans les labos qui repose sur l'utilisation de nanotubes commerciaux. Donc, on va acheter des nanotubes et on va les mettre en forme sur des substrats. Ça passe par la fabrication d'encre, c'est-à-dire de dispersion de nanotubes dans un solvant. Au passage, j'en profite pour rappeler que l'abréviation CNT veut dire carbone nanotube en anglais, donc nanotube de carbone, j'utiliserai dans tout le reste de cette présentation. Alors, on va comprendre le procédé. Donc, on part de nanotubes en poudre. Donc, c'est vraiment une poudre noire extrêmement volatile. Et de cette poudre, on veut obtenir un liquide, une encre, avec une concentration de nanotubes qui va de très faible à très élevée, donc une solution très noire. Pour faire ça, on va avoir des processus de chimie de laboratoire relativement bien connus et relativement simples. Par exemple, la sonification qui envoie des ultrasons dans une solution qui contient des nanotubes pour bien séparer les nanotubes entre eux. Ensuite, la centrifugation qui va séparer les nanotubes les mieux dispersés en solution. Puis, l'échantillonnage qui permet de prélever dans la solution les nanotubes les mieux dispersés. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc on a une encre, on a un liquide qu'on va pouvoir déposer sur un substrat. Là encore, il y a une très grande variété de méthodes pour déposer des nanotubes sur un substrat. Nous, on utilise une méthode qui s'appelle l'impression jet d'encre et l'impression jet d'encre scientifique. Alors, l'impression jet d'encre, c'est ce que vous avez chez vous dans vos bureaux, sauf que vous avez des imprimantes commerciales, donc vous ne pouvez pas contrôler les paramètres et vous avez des formulations d'encre extrêmement contrôlées. Nous, on a des imprimantes scientifiques, donc on va avoir une cartouche qui va contenir des nanotubes. Cette cartouche, elle va être mise en place dans une tête d'impression et on peut contrôler les paramètres de fonctionnement de la tête d'impression en fonction du détail des propriétés qu'on appelle rhéologiques de nos encres. Là, vous voyez, dans ce cas-là,
on était en train de fabriquer 72 capteurs de déformation sur un substrat flexible qui s'appelle l'ETFE. Et ce substrat, là, vous voyez, là, vous avez une électrode, 2 électrodes, et on a déposé des nanotubes entre ces 2 électrodes. Et puis ça, on fait ça en série. Alors, j'espère que vous avez compris un peu comment on fabrique les capteurs. Alors, à la fin de ce procédé, le capteur, c'est un bout de plastique. Il ne fait rien, il ne sert à rien, puisqu'on ne peut pas connaître la résistance qui est mesurée. Il faut le connecter électriquement. On utilise différents outils. Par exemple, au laboratoire, une micro-soudeuse. On appelle souvent en anglais un wire bonder. Cet objet, il permet de prendre des contacts entre un capteur de taille nano. Là, vous voyez un capteur sur silicium et une carte électronique qu'on appelle un PCB. Donc là, vous voyez, on a une puce en silicium. Vous avez un PCB là en verre et vous allez réaliser ces microfils qui vont connecter la puce à un support qui, lui, est macrométrique. Pour comprendre comment ça marche, en fait, là, vous voyez la puce qui est sur son support. Elle est connectée à ce support-là grâce à ces microfils. Et ensuite, cette carte électronique, elle est manipulable à la main de façon très simple. Par exemple, on peut la connecter à un câble plat, puis à une carte électronique. Cette carte électronique, c'est l'objet qui va convertir la résistance qu'on va mesurer ici en des 0 et des 1 qu'un ordinateur peut lire. Donc, comme ce que Laurence vous a expliqué tout à l'heure. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui des fonctions électroniques, ce serait l'objet d'une autre discussion. Mais pour vous donner une échelle, cet objet-là, il fait environ 2 cm, 2 cm de long sur 1 cm de large. Non, 3 cm de long. Voilà. Donc, ça permet de convertir l'information du capteur, la résistance, en une information qu'un ordinateur peut lire. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va devoir caractériser le capteur pour montrer si sa résistance, elle est corrélée à des paramètres de l'environnement et donc va permettre de faire un capteur. Alors, comment on fait ça? Là, vous avez l'exemple d'un système qui permet de caractériser un capteur de déformation. Alors, en fait, là, le capteur, il va être placé là, entre ces 2 bras que vous voyez là, et le bras du haut et le bras du bas, que vous voyez ici, vont se déplacer l'un par rapport à l'autre, et ça va mettre le capteur ici en flexion. Et cette flexion, on va mesurer si le capteur, la résistance du capteur varie en fonction de la flexion. Alors, cet essai-là, il permet de voir si l'objet est sensible à la flexion. On peut aussi chercher à voir si un objet est sensible à la température ou à l'humidité. Dans ce cas-là, on va utiliser ce qu'on appelle une enceinte environnée. Ça, c'est ce qu'on a au labo, par exemple. Et donc, à l'intérieur de ce boîtier, vous avez des températures qui peuvent aller de moins 60 degrés à plus 140 degrés avec une humidité contrôlée entre 0 et 100% d'humidité, entre 0 et 60 degrés. Et donc, en fait, voilà, les événements climatiques sont contrôlés par un objet que vous devinez derrière qui injecte des flux d'air dans cet objet-là par les gros tubes que vous voyez là. Alors, on peut aller même plus loin, c'est-à-dire que ce banc de traction là que vous voyez à gauche, on peut le coupler à cette enceinte environnée et faire des essais mécaniques dans l'enceinte environnée. Donc là, vous voyez un capteur de déformation qui va être placé entre 2 bras de traction, là, comme ça, à l'intérieur de l'enceinte que je vous ai montré à gauche. Et donc là, vous voyez les petits fils de connexion pour mesurer la résistance des capteurs. Donc, qu'est-ce qu'on obtient quand on a fait ça? Alors, très simplement, Laurence vous a parlé des courbes de réponse. Et bien là, je vous montre la courbe de réponse d'un capteur à nanotube en fonction de la température. En l'occurrence, on va afficher la variation relative de résistance, delta R sur R, en fonction de la température. Vous voyez une dépendance très linéaire, et donc ça nous dit que le capteur à nanotube de carbone résistif, c'est un très bon capteur de température. Vous pouvez faire la même chose en déformation, et donc afficher la variation relative de résistance en fonction de la déformation. La déformation, là, vous voyez la réponse, là, elle est non linéaire.
Et très souvent, on va se concentrer sur le régime linéaire de fonctionnement du capteur, donc ici jusqu'à 600 microepsilon. Alors, déformation, donc on a un bon capteur de déformation dans une plage de ce qu'on appelle les petites déformations. Pour introduire un nouveau concept, je vais vous montrer l'exemple de la sensibilité de ces capteurs à l'humidité. Là, vous voyez la réponse du capteur en fonction de l'humidité relative. Et les 3 courbes différentes correspondent à 3 fabrications différentes de capteurs. Et donc, vous voyez que la réponse est différente en fonction de la fabrication. Et ça, c'est ce sur quoi on va travailler en laboratoire, c'est-à-dire qu'on va mesurer pour optimiser la formulation des capteurs pour obtenir les performances qui nous intéressent. Enfin, dernier exemple, là, on mesure la résistance en fonction du pH. Et vous voyez, là, vous pouvez constater que la courbe, elle n'est pas monotone. Ça, c'est très important à comprendre. Ça va poser des problèmes quand les courbes ne sont pas monotones. Là, si vous voyez, un capteur qui me donne l'information, je mesure 175 kiloohms. Là, 175 kiloohms, là, c'est la courbe horizontale. Je ne peux pas savoir si 175 kiloohms, c'est le pH 7 ou si c'est le pH 10,5. Et donc, en fait, je vais devoir définir la gamme de fonctionnement de mon capteur. Et en fait, mon capteur ne sera un bon capteur que dans la plage où la courbe de réponse, elle est monotone et bijective, c'est-à-dire de pH environ ici 3 à 9. Là, c'est ce qu'on a en laboratoire. Température, humidité, déformation, pH. Ça reste du laboratoire. Qu'est-ce qui se passe quand on veut mettre ces résultats à l'épreuve du réel? Alors, nous, notre domaine d'application, et comme beaucoup d'autres gens, c'est la ville du futur. La ville du futur, c'est un sujet important parce qu'on sait que dans 30 ans, on aura 2 tiers de la population mondiale qui vivra en ville, alors que dès aujourd'hui, où on n'a que 55% de la population mondiale qui vit en ville, on sait que la vie en ville est très compliquée. Donc, il y a toute une thématique de recherche aujourd'hui dans la communauté scientifique, c'est d'inventer la ville de demain. Et les capteurs que je vous ai proposés, nous, on travaille à les proposer pour des applications à l'urbain et à l'environnement. Et en fait, c'est ce qu'on a fait depuis les 10 dernières années. On a travaillé sur la qualité de l'air, le suivi des bâtiments et des infrastructures et le suivi de la qualité de l'eau, notamment. Et aujourd'hui, je vais vous parler du cas du suivi de la qualité de l'eau qui a été accompagné par de nombreux projets de recherche. Et pour comprendre pourquoi c'est un sujet très important, il faut regarder, par exemple, ce schéma. Ce schéma, c'est la carte du stress hydrique mondial. Stress hydrique, ça veut dire c'est quel est le pourcentage d'eau qu'on consomme en plus de ce qu'on reçoit. Donc là, vous voyez, en France, qui est en vert, on consomme de 10 à 25% plus d'eau chaque année qu'on en reçoit. Et dans les pays là qui sont en rouge, on consomme 70% plus d'eau qu'on en reçoit. Donc quasiment tous les pays du monde aujourd'hui sont en stress hydrique, consomment plus d'eau qu'ils n'en reçoivent chaque année. Ça se traduit par 700 millions de personnes dans le monde qui souffrent de rareté de l'eau au quotidien et 2 milliards de personnes dans le monde qui boivent de l'eau dont on sait qu'elle est contaminée. Plus grave encore, on attribue 500 000 décès par an à de l'eau contaminée et très souvent, c'est des diarrhées chez des enfants, donc ça touche des populations en très bas âge. C'est une situation qui est déjà grave aujourd'hui, dont on sait qu'elle va empirer. Et évidemment, il y a énormément de travaux de par le monde pour améliorer cette situation dans tous les pays du monde. Ça passe par la mesure de la qualité de l'eau. Et il y a un concept qui s'est développé qui s'appelle le concept des réseaux d'eau intelligents. L'idée, c'est de mesurer de façon extrêmement dense dans les réseaux d'eau des villes la qualité et la quantité de l'eau. Ça, c'est pour donner les ordres de grandeur, dans des grandes villes, ça peut représenter des millions de points de mesure parce que les réseaux d'eau, même dans des petites villes, représentent énormément de kilomètres carrés, de kilomètres de réseaux d'eau. Le problème que vous avez là, quand vous voulez mesurer 1 million de points dans des grandes villes, c'est qu'à chaque point de mesure, il faut mesurer entre 5 et 15 paramètres. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est très compliqué. D'abord, vous avez une pression, un débit de l'eau,
Mais vous avez aussi une température, un pH, une conductivité, une concentration en chlore, la dureté de l'eau. J'imagine que vous connaissez, mais vous pouvez aller au-delà, vous pouvez chercher, voir si vous avez des nitrates, des pesticides dans l'eau. Donc, chaque point de mesure de l'eau, vous avez besoin de connaître un très, très grand nombre de paramètres. Mais aujourd'hui, ce qu'on sait bien faire, c'est des capteurs mono, parfois biparamètres, qui coûtent entre 500 et 1000 euros, et donc qui mesurent un ou deux paramètres de l'eau, et qui sont relativement petits. Ou à l'inverse, vous savez mesurer beaucoup de paramètres d'un coup, jusqu'à 7, 8 paramètres d'un coup, mais c'est des objets qui sont extrêmement gros, qui sont en fait des assemblages de petits objets, donc qui deviennent très très gros et qui sont aussi très très chers. En fait, qui sont, si vous avez 5 capteurs, ça va être 5 fois plus cher, voire plus que le capteur monoparamètre. Et ça, si vous comptez là, 10 000 euros par capteur sur 1 million de points, ça fait du 10 millions. Très vite, du 10 milliards, c'est des prix qui ne sont plus acceptables pour pour les particuliers qui payent l'eau et puis pour les municipalités qui financent le monitoring de l'eau. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment faire des capteurs multiparamètres au prix et à la taille de capteurs monoparamètres. C'est-à-dire, peut-on faire cet objet-là au prix et à la taille de ce capteur-là? Eh bien oui, avec des nanocapteurs. C'est ce qu'on a démontré dans un projet qui s'appelle Proteus. À l'origine de l'histoire, on s'est dit, on avait ce résultat sur les capteurs de pH à base de nanotubes de carbone et on s'est demandé, peut-on l'appliquer à la qualité de l'eau? Et la réponse a été oui. Dans le projet Proteus, on a proposé une sonde multiparamètres qui mesurait 9 paramètres de l'eau et qui faisait la taille d'un capteur monoparamètre. Donc là, l'échelle, ce tube-là, il fait environ 20 cm et 3 cm de diamètre. Et vous voyez là, cette sonde cylindrique, là, vous voyez, elle est insérée dans un réseau d'eau. Là, sur cette image, c'est un réseau d'eau modèle. On insère cet objet dans un réseau d'eau. Cet objet-là, il est 10 fois plus petit que l'état de l'art et en roadmap, c'est-à-dire produit en série, il est 25 moins cher que ce qui existe aujourd'hui. Donc, ça répond à la question que je vous ai posée. Là, je vais essayer de vous faire comprendre comment ça marche. Et en fait, tout se passe dans ce qu'on appelle une tête de mesure qui est remplaçable et sur laquelle je vais zoomer là maintenant. Alors, voilà, cette tête de mesure, elle ressemble à ça. Donc, vous voyez l'échelle, là, 1 cm. Donc, au total, elle fait environ 3 cm. Et tout se passe, en fait, dans ce qu'on appelle la puce sensible. Cette puce sensible, elle fait 1 cm². Et là, sur cette image, elle contient une quinzaine de capteurs. Ces capteurs sont de deux natures. Vous avez les capteurs chimiques qui sont à base de nano. Et là, je vais rentrer dans le détail après. Mais vous avez ça qui est couplé à des capteurs microélectroniques, tels ceux dont Laurence vous a parlé, qui sont dans ce projet développé par l'ESSIer, qui permettent de mesurer les paramètres physiques et les nanocapteurs permettent de mesurer les paramètres chimiques. Plus encore, sur cet objet, vous avez une puce à base de transistors, je vous ai parlé de transistors avant, extrêmement compacte. Là. Donc la carte électronique dont je vous ai parlé avant, elle est concentrée sur une surface de 0,5 cm² environ. Donc c'est extrêmement compact. Toutes les fonctions sont réalisées dans ces 3 cm de diamètre. Alors, on est aujourd'hui en train de nous parler des nodes, donc je vais zoomer là-dessus. Dans le projet Proteus, on est allé jusqu'à mettre 25 capteurs chimiques sur une surface de moins de 0,5 cm². Et ces 25 capteurs pouvaient identifier 5 paramètres chimiques. Là, avec une vue un peu plus de détail pour comprendre, là, vous avez les 25 capteurs. Et en fait, chaque capteur, c'est une paire d'électrodes, là, avec un dépôt de nanomatériaux entre les électrodes, là. Et en fait, sur cette puce, vous avez 5 nanomatériaux différents pour identifier les 5 paramètres chimiques que vous avez comme cible. Et donc, vous avez chaque colonne, c'est un matériau différent. La saveur de toute cette histoire, c'est dans le nanomatériau qu'on a appelé, que nous avons développé, qu'on appelle des nanohybrides et qui permettent de suivre sélectivement la qualité de l'eau. Alors, je vous rappelle, là, c'est l'image d'un réseau de nanotubes de carbone. Alors, réseau de nanotubes de carbone, je vous ai montré l'image avant. Et en fait, on va coupler à ces nanotubes, on va leur coupler des polymères conjugués que nous avons conçus et designés pour répondre. Donc, on a rajouté à ces polymères conjugués, on leur a rajouté des petites fonctions qui vont répondre sélectivement
à des analytes cibles de l'eau, ces petits objets rouges. Et donc, au final, on va travailler avec des objets qui figurativement ressemblent à ça. Donc, on a le nanotube sur lequel s'enroule le polymère conjugué. Et ça, on appelle ça un nanohybride. Et c'est ça qu'on a mis dans nos capteurs. Alors, ça, c'est très abstrait. On a essayé de comprendre vraiment à quoi ça ressemblait. Et donc, on a voulu comprendre d'abord l'enroulement de cette courbe bleue sur le nanotube. Et donc là, vous voyez comment ça se passe. Ça, c'est des objets qu'on fait en dynamique moléculaire. Donc, on simule les interactions entre les composants. Donc là, vous voyez comment notre polymère il s'enroule sur le nanotube. On a aussi voulu comprendre là comment cette petite sonde là, elle interagissait avec nos analytes. Et ça, donc là, vous avez un monomère ici, et on va mettre un monomère à proximité d'une analyte et on va chercher les interactions. Et donc là, vous avez l'exemple par calcul qu'on appelle ab initio, c'est-à-dire à échelle atomique, de l'interaction entre un monomère, dont je vous ai parlé avant, avec du glyphosate. Le glyphosate, c'est un pesticide dont je pense que vous avez tous entendu parler. Donc, perspective, capteur de glyphosate. Alors, dans Proteus, ces travaux sont restés, c'est à l'échelle de la recherche, du prototype de laboratoire. Suite à Proteus, on a beaucoup d'équipes et de gens qui sont venus nous voir et venir, mais comment est-ce qu'on utilise cette solution? Quelle est l'étape d'après? Et donc, on a eu des projets suite, notamment le projet Lotus qui est en Inde, qui vise à déployer la solution Proteus en Inde. Le projet Fireware for Water qui vise à déployer cette solution en France, notamment à Cannes. Et un projet de création de start-up. Et donc, aujourd'hui, au mois de mars, la start-up Soterias a été créée pour justement commercialiser cette technologie. Pour que ce soit possible, il faut tout le travail pour passer de prototypes de labo à des produits qu'on appelle pré-industriels, c'est-à-dire disponibles en petite série. Et donc, 2 exemples de ce qu'il faut faire pour passer du laboratoire à des prototypes pré-industriels, commerciaux, c'est par exemple la production en série. On est passé d'une production en série à une puce par jour et des séries de 20 à 30 puces par an à une production qui pourra atteindre 1000 unités par an. Alors pour ça, on a changé un peu le design du capteur. Aujourd'hui, on a 2 capteurs de température, 3 capteurs de conductivité et 20 capteurs de pH et chlore sur une puce avec 2 encres à nanotubes de carbone différentes qu'on produit par batch et par série de 10 puces aujourd'hui. Ça, c'est en termes de fabrication. On a aussi travaillé, par exemple, au fonctionnement fiable des capteurs qu'on peut suivre en temps réel. Concrètement, en fait, on va pouvoir suivre dans le temps, en continu, en temps réel, à distance, la réponse de nos capteurs à des effets chimiques. Ça, c'est dans un réseau d'eau modèle. Je vous ai déjà montré le réseau tout à l'heure. Un réseau d'eau modèle, et donc on suit les données. Et donc, on suit les données en continu dans le temps et on collecte des données qui ensuite sont analysées par de l'intelligence artificielle. Je vais m'arrêter là pour conclure et vous dire que, espérez vous avoir convaincu que les nanos sont le futur des capteurs et que les nanocapteurs que nous développons répondent à des enjeux de société. Pour créer ces nanocapteurs, il faut coupler à la fois de la recherche de pointe, mais aussi beaucoup de développement technologique. Et tout ça, c'est possible parce que c'est possible grâce à de la pluridisciplinarité. Et un exemple très simple à vous donner de ça, Laurence est mécanicienne, je suis physicienne, travaille avec un chimiste, Gaël Zucchi, avec des électroniciens, avec des spécialistes de la science des données, pour arriver à faire cette démarche qui va du nano jusqu'à l'intelligence artificielle. Ça requiert beaucoup de personnes qui travaillent avec nous, donc je remercie toute notre équipe. Et aussi, ça requiert beaucoup de financement, et donc merci à nos sponsors nombreux et présents au long cours. Merci à tous de votre attention. Merci beaucoup à vous deux pour ce contenu. Merci à tous ceux qui nous avaient suivis. Nous avons 3-4 petites questions en ligne, si vous voulez bien. Je vous les transmets dans le temps qui nous reste, c'est-à-dire très peu de temps.
Donc, des questions qui sont arrivées au cours des deux présentations. Alors, je vous laisse répondre comme vous le souhaitez, Bérengère et Laurence. La première question, le métal ou les métaux qui seront utilisés dans la nanotechnologie existent-ils déjà? Et si oui, seront-ils conditionnés à l'état liquide ou solide, ou peut-être les deux? 3 petits points. Je vais répondre sur la techno, les deux. Les deux. En microélectronique, on travaille souvent en fait sur de la phase vapeur qu'on va déposer pour faire des solides en microélectronique. En, en nanotechnologie, ça peut être les deux. Donc, on a souvent des phases vapeur qu'on va ensuite transformer en solides. Ou alors, ce que je vous ai montré, on a des produits liquides qu'on va déposer sur des substrats. Et alors, est-ce que vous pouvez préciser comment se déroule la fabrication des nanotubes de carbone? Alors, donc, j'ai des collègues au laboratoire qui travaillent dessus. Moi, comme je vous ai dit, nous, on les achète. Il y a plusieurs procédés de fabrication. Il y a 2 procédés connus. Par exemple, les arcs électriques. Donc, on va créer un arc électrique entre un substrat et une fibre en carbone. Et dans cet arc électrique, qui est très très chaud, va créer des particules, et une partie de ces particules sont des nanotubes. Alors, je n'ai pas révisé le cours que je donne sur ces sujets-là, donc il y a peut-être des imprécisions, mais c'est ça l'idée. Donc ça, c'est un arc électrique, donc on va à très haute température pour créer ces structures. On peut aussi faire ce qu'on appelle de la CVD, Chemical Vapor Deposition, déposition en phase vapeur, où on va exciter à très haute température par plasma et par fil chaud. Donc, on va chauffer et faire un plasma de gaz à base de carbone. Et ensuite, ce gaz à base de carbone, il va se déposer sur des substrats, un substrat qui lui-même est chauffé. Et la réaction entre ce gaz et ce substrat, ça favorise la création de structures carbonées, comme je vous l'ai montré. Et souvent, pour favoriser la création, on va utiliser des catalyseurs, très souvent métalliques. Donc, on va mettre des catalyseurs sur la surface, dont on va contrôler la forme, la morphologie, l'épaisseur. Quand le gaz réagit sur la surface, sur ces catalyseurs, on va avoir des nanotubes qui croissent. Alors, il y a des travaux, beaucoup de travaux au LPICM là-dessus, où par exemple, on a un équipement qui s'appelle Nanomax, qui permet de voir en temps réel, à échelle atomique, donc à l'échelle de l'atome qui se crée, atome par atome, l'assemblage des nano-objets autour d'un catalyseur. C'est remarquable, il y a des vidéos sur Internet de ça, c'est vraiment super. On essaiera de trouver les liens si ça vous intéresse. Merci. Alors, la suivante, c'est dans le cadre des nanocapteurs de carbone, les nanos de carbone, pourquoi observer la variation relative de résistance par rapport à la température alors que vous étudiez directement la résistance par rapport au pH? On pourrait faire les deux. Je pense que la question, c'est pourquoi la variation relative alors qu'on peut étudier la résistance directement. Et ben, ça dépend des cas. En fait, alors comment expliquer? On va utiliser le paramètre qui est calculable et qui est le plus facile à interpréter. Dans le cas des capteurs de température, usuellement, les variations relatives en pourcent sont plus signifiantes. Dans le cas du capteur de pH, on s'est rendu compte que c'était la résistance et pas la variation relative de résistance qui était signifiante. Mais là, il y a des explications qui sont beaucoup plus compliquées dans certains cas. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça, on observe, on fait des mesures et on se rend compte, dans un cas, c'est la variation relative qui est la plus signifiante. Dans l'autre cas, c'est la résistance. Ou la plus signifiante, c'est que la courbe de réponse peut s'interpréter en termes d'effets physiques ou d'effets chimiques. Et alors, la dernière question pour aujourd'hui, peut-être sur une thématique un peu plus à côté, la 5G nous permettra-t-elle de récolter plus de données et ainsi d'avoir une meilleure vision de ces problématiques? J'en profite avant de vous laisser de répondre pour vous dire qu'on traite la thématique 5G dans le cycle qui suit, le cycle mesure, puisque la thématique est vaste et sans doute controversée. Je vous laisse répondre. Excellente question, merci de l'avoir posée. Moi, je vais répondre à côté. Un capteur, ça ne sert à rien. Ce qui sert, c'est ce qu'on en fait. C'est quelle exploitation des données.
Donc, la 5G, ça permet d'avoir plus de débit d'information, donc peut-être de connecter plus de capteurs. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on va faire des capteurs. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les capteurs dont je vous ai parlé, il y a des gens qui veulent en utiliser les informations. Il y a aussi des capteurs dont on parle et en fait, au final, ça ne se développe pas parce que les gens ne savent pas quoi en faire de la donnée. Donc, il y a tout un travail. La partie qu'on fait, c'est presque le début de la chaîne. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour dire comment on va utiliser les données des capteurs. Et de mon point de vue de développeuse de capteurs, c'est plus important que la 5G qui est simplement le tuyau. La 5G, pour moi, c'est le tuyau qui va prendre l'information et l'envoyer à l'utilisateur. Le tuyau, il y a des tonnes de moyens. Moi, je travaille avec des opérateurs de l'eau, ils s'en fichent des fois d'avoir du Wi-Fi. Ils me veulent juste des fils électriques et ils préfèrent avoir un fil électrique qui sera plus fiable qu'un réseau mobile. Et moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Donc, pour moi, c'est le tuyau, c'est moins important que qu'est-ce qu'on va faire de la donnée. Mais par contre, il y a des gens qui sont spécialistes des tuyaux et qui parleront mieux de ces tuyaux 4G, 5G, qui sont très intéressants, mais pas mon domaine. Alors, ils vous en parleront dès le 23 mars. Voilà, le cycle 5G commence le 23 mars pour les conférences. Je vous remercie beaucoup. On va conclure cette séance. Merci pour votre patience, vos deux conférencières, comme le public qui nous avait suivis, rejoint, changé de lien, récupéré pour cette séance. Merci à ma collègue au chat qui a récupéré les questions.